On se replace, M. Duceppe, au début des années 90. Alors, il y a une ferveur indépendantiste, évidemment. Il y a la déception face à l'échec de Meach. Le Bloc, au début, c'est une coalition, on pourrait même dire une coalition arc-en-ciel avec, puis on l'a vu, des conservateurs, notamment Lucien Bouchard, des députés aussi du Parti libéral. Aujourd'hui, ça semble impensable, mais comment tout ça s'est formé? Bien, au début, il n'y avait que Jean Lapierre. Hein? Gilles Rochelot nous rejoindra en début septembre. Pierrette Venn l'année suivante. Donc, il y avait 5 députés conservateurs, dont Lucien Bouchard, bien sûr. Et c'est Jean Lapierre et Lucien Bouchard qui ont surtout travaillé le texte de la mission. L'année suivante, en 91, le Bloc deviendra officiellement un parti avec un manifeste, et en 93, avec une plateforme politique là, précise, touchant tous les domaines, toutes les compétences fédérales. Je pense que ça a été très vite. C'est unique dans l'histoire de voir des députés de différents partis fonder un parti souverainiste à Ottawa pour défendre essentiellement les intérêts des Québécois et des Québécoises, considérant que l'instance démocratique suprême de la nation québécoise, c'est l'Assemblée nationale. Il n'y avait pas de ligne de parti à l'époque, puisqu'il n'y avait pas de programme. Ça viendra en 93. Et c'était de s'inspirer des grandes valeurs économiques, politiques, sociales de la société québécoise, avec un préjugé favorable pour les plus démunis. Grosso modo, c'est le rôle qu'on a joué jusqu'en 93, lorsque nous sommes devenus, à la surprise de tous, l'opposition officielle à Ottawa. Oui, et certains l'oublient, vous êtes le premier député à avoir été élu sous la bannière Bloc québécois. C'était en 1990, lors d'une partielle, et c'est Lucien Bouchard, M. Duceppe, qui est allé vous chercher. Oui, c'est-à-dire que c'était... moi, je négociais à ce moment-là l'ensemble du secteur hôtelier, c'est pour vous dire. J'avais une trentaine de tables de négociation. Et j'avais dit à Lucien Bouchard, j'irai si j'ai terminé mes négociations. Ouais. On s'est rencontrés le 7 juillet, il insistait beaucoup. Même Gérald Larose m'a dit, vas-y, on va te remplacer, j'ai pas question. Finalement, j'ai terminé le 9 juillet et le 11, j'ai été en assemblée d'investiture. Ça s'est passé à un rythme fou et c'était palpitant. On a établi un programme pour le comté en quelques jours. On n'avait pas de local au départ, on n'avait strictement rien. Ouais. Mais on a fait une campagne où il y a eu 9 débats politiques. C'était Denis Coderre et moi, surtout que les battions l'un contre l'autre. 9 débats dans une partielle, ça, c'est un record. 93, vous en avez parlé, c'est coup de théâtre. Le Bloc qui remporte 54 sièges devient l'opposition officielle. J'imagine que c'est une période qui était grisante, mais il y avait quelque chose d'un peu bizarre, M. Duceppe, un parti indépendantiste qui devenait l'opposition officielle à Ottawa. Oui, tout à fait, mais c'est la démocratie. Hein? Et aujourd'hui, on se bat. Beaucoup se battent tout au moins pour la proportionnelle ou une forme de proportionnelle. Certes, pas la proportionnelle intégrale. On voit ce qui se passe en Israël. C'est pas un exemple à suivre. Mais une forme de proportionnelle. Et la proportionnelle, c'est quoi finalement? C'est de faire en sorte que tous les courants politiques présents dans une société soient représentés dans les instances politiques. Sinon, ils sont ailleurs. C'est fondamentalement ça, la proportionnelle. Donc, au Québec, même dans des temps où la souveraineté n'est pas à son plus haut niveau, 35-38 selon les derniers légers, c'est tout de même 35-38 %. C'est important que les gens soient représentés dans les instances démocratiques. Et rappelons-nous qu'en 89, début 89, qui aurait prédit à ce moment-là, on ne sondait même plus sa souveraineté. Il y a eu une élection au Québec où le PQ, sous Jacques Parizeau, fait élire seulement 27 députés. Qui aurait prédit en 89 que l'ami de Brian Mulroney, principal ministre de ce cabinet, Lucien Bouchard, deviendrait chef l'année suivante d'un parti souverainiste et dans 3 ans, l'opposition officielle? Il n'y a personne qui aurait prédit ça. Moi, j'ai toujours dit que dans l'histoire de l'humanité, on voit qu'il n'y a pas de choses surprenantes. Il n'y a que des choses inattendues. Vous savez, le mur de Berlin, c'est pas surprenant qu'il soit tombé. Mais pourquoi il est tombé en novembre 89? C'était inattendu. Oui, absolument. Et c'est la même chose avec ces phénomènes où il y a des lignes politiques, des espoirs, des enjeux, des valeurs qui sont là et qui apparaissent, se ralentissent, se reviennent selon le contexte. Ouais. Est-ce que ça vous a surpris, parce qu'on parlait justement donc de surprise, est-ce que ça vous a surpris les défaites, celles de 2011 que vous avez subies? On sait que le NPD, il y avait une vague du NPD. C'est quel regard vous avez donc sur cette période-là? Bon, on a sûrement fait des erreurs. 3 semaines avant, on avait 20 points d'avance, imaginez. Même le Globe and Mail titrait que le Bloc serait peut-être l'opposition officielle.
Et Oui. en 3 semaines, je pense qu'il y a eu un phénomène, Jack Layton, très important, très sympathique, Jack, là, et qui affrontait la maladie. Et tout ça a joué. Et nous, on n'a pas attaqué suffisamment le NPD à l'époque. C'était certainement l'erreur pour démontrer les incohérences, parce que Jack Layton nous parlait continuellement de la déclaration de Sherbrooke, mais ils l'ont jamais mis dans leur plateforme politique parce que ça déplaisait au Canada. Donc, on a parlé au Québec, mais ça, on aurait dû faire sortir ça. Mais, vous savez, le passé, c'est le passé. On voit les erreurs qui ont été faites. Il faut les corriger pour l'avenir, puis accepter les défaites. J'ai toujours dit, moi, que quand on me dit que le peuple a toujours raison, j'ai dit non. Le peuple a tous les droits, dont celui de se tromper. Ouais. Sinon, il n'y a plus de démocratie, parce que ça veut dire que le lendemain d'une élection, l'opposition va dire, bien, le peuple a choisi, on ne peut pas critiquer le choix du peuple. Ça ne marche pas de même, la démocratie. Mais tous les droits, oui, puis il faut toujours respecter le choix du peuple. Ouais, il y a eu plusieurs chefs par intérim. Il y a eu des crises également de leadership au sein du Bloc québécois. On avait l'impression qu'avec Yves-François Blanchet, le parti avait trouvé un chef pour longtemps. Mais là, on a vu ces allégations d'harcèlement sexuel lors des derniers jours. Est-ce que vous pensez que ça lui enlève de la légitimité à M. Blanchet? Non. Mettons que vous seriez accusé d'agression sexuelle, puis que c'est anonyme, puis que c'est pas vrai. Allez-vous cesser d'animer une émission? Hein? Ça n'a pas de sens. On vient aux McCarthyistes de gauche, là. Moi, je pense qu'il faut agir comme Québec le fait actuellement, avec un comité non partisan de 4 députés, 4 femmes, qui sont en train d'améliorer le système de justice, parce qu'il faut l'améliorer. Désormais, exemple, les plaignantes ont le droit à un ou une avocate pour les représenter. Il n'y a pas seulement que l'avocat de l'accusé puis le procureur de la couronne. Ça, c'est important parce qu'on intimidait ces personnes. Il faut agir comme ça. Sinon, on tombe dans une dénonciation anonyme, ça peut être de la pure vengeance, pointe à la ligne. Hein? Oui, et en terminant seulement sur l'actualité, M. Duceppe, le Bloc québécois qui menace, puis d'ailleurs on l'a vu, donc c'est hier que ça a été annoncé, de faire tomber le gouvernement à l'automne si le premier ministre, son ministre des Finances ne démissionne pas. Est-ce que c'est un coup de bluff? Qui veut vraiment retourner en élection pendant une pandémie, là? Ouais, moi, je trouve très difficile de retourner en élection d'une pandémie. J'espère que ce ne sera pas le cas. Le parti qui est le moins bien placé pour aller en élection, c'est certainement l'NPD qui est en grande difficulté financière et qui a subi un recul important aux dernières élections. Cela étant dit, moi, je ne serais pas surpris que M. Morneau démissionne et que la chef de cabinet de M. Trudeau en fasse de même, comme c'était le cas avec Gerald Butts. Ouais. Et là, tous les partis pourraient dire, bien, il y a eu au moins un bout de chemin de fait, parce que ça n'a pas de sens, là. Ça n'a pas de sens, ce qui s'est passé. Même le voyage à Londres où Sophie Grégoire a attrapé le COVID, elle était là avec sa fille et Mme Sinclair, la mère de Justin, c'était financé par We Charity. Et moi, j'aimerais savoir quand M. Morneau dit « J'ai donné 50 000 pour payer en don ». Est-ce qu'il y a des reçus d'impôts pour ça? Parce que quand on fait un don, on est reçu. Est-ce que ça veut dire que les contribuables ont aidé à payer ses voyages? Ça n'a aucun sens. Pensez-y. Vous vous dites « Je prends l'avion, j'ai un hôtel, j'ai des repas, mais... J'ai oublié que j'ai pas payé. Mais voyons donc. Vous trouvez qu'il y a une légitimité à demander... C'est moquer des gens, ça. Vous trouvez qu'il y a une légitimité donc à demander la démission du premier ministre et également aussi du ministre des Finances. Assurément qu'on va encore en parler beaucoup cette semaine. Ça veut pas dire pas comme député. Ça veut pas dire comme député. Ça veut dire comme... maintenant, vous savez, des fois, on n'obtient pas toujours tout en politique. Alors, si dans le scénario que je soulevais, si M. Morneau démissionnait, n'obligeant pas M. Trudeau à l'expulser, si sa chef de cabinet faisait comme Gerald Butts, moi, j'ai l'impression que les partis diraient, bien, il y a un pas de fait, là, tout au moins une reconnaissance. On va être plus vigilant à l'avenir. Puis, il devra surtout être plus vigilant à l'avenir. Là. Merci beaucoup, M. Duceppe, d'avoir parlé de ces 30 ans du Bloc québécois et également aussi de l'actualité. Merci. Bonne journée. Merci. Bonne journée.